Bienvenue sur Mindsets, le podcast qui décrypte l'état d'esprit, les stratégies et les domaines d'expertise d'entrepreneurs de talent. Quand j'ai choisi la voie de l'indépendance, je me suis rendu compte qu'au-delà d'être un bon coach, il fallait aussi que j'apprenne à devenir un bon entrepreneur. Je suis Loïc et toutes les semaines, je recevrai des potes entrepreneurs qui ont déjà fait un bout de chemin, qui ont développé une vision business et une expertise forte et qui ont réussi à se faire un nom. Ils te partageront leur parcours, leurs stratégies, les erreurs qu'ils auraient préféré éviter. Ils te donneront aussi des conseils en lien avec leur domaine d'expertise pour te permettre d'aller le plus loin possible dans ton aventure entrepreneuriale. Mets-toi à l'aise et bonne écoute. Bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, je reçois Laurine Blandin. Laurine, c'est un petit peu la Pascale le grand frère des restaurateurs. Je vais te laisser te présenter, Laurine. Donc Pascal avec un E. Pascale la grande sœur. Ouais, Pascal la grande sœur. Désolée. Bonjour à tous. Merci Loïc de m'avoir invité sur ton podcast. Et désolée du coup pour les personnes qui allument un épisode et on est déjà en train de rigoler. C'est vendredi et c'est le mood de la journée. Et du coup, pour me présenter, c'est très simple. Donc, mon travail aujourd'hui, c'est d'aider les restaurateurs à développer leur entreprise. Et pour ce qui est de la restauration, du coup, moi, j'ai vraiment fait que ça depuis mes études. J'ai occupé vraiment tous les rôles qu'on pouvait occuper dans une entreprise de restaurant jusqu'au développement et à la structuration. Et du coup, aujourd'hui, mon rôle est plutôt extérieur aux restaurateurs. Et sinon, à côté de ça, j'ai 31 ans, j'habite en Irlande et depuis quelques années et je sais pas si ce sera encore pour longtemps et j'aime beaucoup le café et les cookies. Voilà pour ma présentation. C'est vraiment tout ce qu'il faut Parfait. savoir sur moi. Donc, tu as grandi directement dans le milieu de la restauration depuis les études jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est si tu devais mettre des étapes entre ton point de départ et maintenant, ça ressemblait à quoi? Ça ressemblerait vraiment à un entonnoir parce que du coup j'ai commencé par l'hôtellerie et la restauration donc pour mon premier diplôme. Donc l'hôtellerie, il y a plein de gammes. J'ai voyagé du coup à cette occasion dans plusieurs pays, donc j'ai vraiment essayé plein de choses. Après, en master, je me suis rapprochée de la restauration et particulièrement de l'entrepreneuriat dans la restauration, donc la création de concepts et de business plans. Là, on resserre un peu l'entonnoir, on est vraiment plus sur la restauration et la création, la partie créative de l'entreprise. Et après ça, évidemment, j'ai fait un ou deux petits pas de côté, type événementiel, des trucs comme ça à côté. Mais après ça, j'ai encore plus resserré l'entonnoir parce que je me suis vraiment spécialisée sur une gamme de restauration que j'appelle les néo-concepts. Donc, c'est tous les concepts de restaurants qui rentrent dans des nouveaux usages de consommation. Par exemple, coffee shop, salon de thé, boulangerie où manger, épicerie où manger, même tout ce qui est cantine de quartier, des choses comme ça. Et je me suis spécialisée sur cette gamme et aussi dans des rôles vraiment de management. Et après, la dernière étape de ça, c'était les rôles de développement et de direction opérationnelle. Et c'était ma dernière étape avant le lancement de mon activité de conseil. Donc c'était vraiment un entonnoir, ouais. Qu'est-ce qui a provoqué le point de bascule justement entre le management et ensuite la direction opérationnelle et le développement de concept? Je dirais que c'était le fait que j'ai un profil très polyvalent. Pendant mes études, j'ai autant travaillé en cuisine et dans des très bonnes cuisines ou des cuisines de restauration de gamme de tous les jours, et autant en service, autant la journée que le soir. Ça veut dire que j'ai servi toute typologie de clients et j'ai travaillé toute typologie de produits. Et du coup, quand je me suis retrouvée à des postes de management opérationnel, évidemment, j'ai adoré manager les équipes, mais en fait, mes compétences allaient plus loin que ça. Et du coup, c'est comme ça que j'ai mes premiers postes plutôt de direction opérationnelle, parce que du coup, quand tu peux manager l'équipe, créer la carte, créer les process, faire la gestion, trouver les fournisseurs et tout, bah en fait, c'est plus du tout juste un poste de management, c'est aussi un poste de pilotage et de direction. Donc je pense que le fait que j'ai commencé par un entonnoir large en haut où j'ai vu plein de choses, plein de gammes, plein de pays, plein de produits, ça a fait que du coup je pouvais accéder à ce genre de poste parce que j'avais une vision un peu plus large que juste la gestion de l'équipe en opérationnel. De mémoire, tu as géré des restaurants à New York aussi? Ouais, à New York, du coup, quand j'étais manager d'établissement et aussi sur des postes de direction des opérations, c'était à New York et à Paris. Et New York, pardon, c'était mon premier contrat de travail qui n'était pas une alternance ou un stage, donc après mes études. Et c'était vraiment amusant comme expérience. J'ai appris en un an, j'ai appris, je pense, j'ai pris 15 ans de bouteille parce que tellement c'était chaud. C'était chaud dans tous les sens, mais c'était un vrai tremplin de carrière parce que j'ai appris plein de trucs, quoi.
Et j'ai fait ma carapace aussi. C'est important dans la restauration. Tu sais identifier ce qui a provoqué la bascule en entrepreneur au départ? L'envie? Oui. Ouais, en fait, dans mon cas, je pense pas que ce soit particulier. Je pense qu'il y a d'autres gens qui peut-être qui écouteront et qui se reconnaîtront. L'entrepreneuriat, je voyais ça comme quelque chose qui était un peu hors de portée, un peu comme une vision supérieure hiérarchiquement, tu vois, dans l'échelle des métiers. Mais c'est peut-être parce que dans ma famille, il y avait des entrepreneurs et aussi peut-être que du coup, je m'intéresse à des médias ou à des profils professionnels qui sont plus des profils entrepreneuriat. Et du coup, je voyais ça comme quelque chose qui était une étape au-dessus et j'osais pas et je me sentais pas assez, tu vois, pour me dire qu'un jour je pourrais lancer un business et le développer. Je me sous-estimais clairement, hein. Ça va faire 3 ans bientôt, mais du coup, la bascule, elle s'est faite parce que en quittant mon dernier poste de direction opérationnelle, et dans l'idée de redéménager de Paris et d'aller visiter un autre pays, je me suis retrouvée à aller en vacances juste après mon dernier jour de contrat chez mes beaux-parents qui venaient d'acheter un hôtel-restaurant et c'était pas du tout du métier. Du coup, je me suis retrouvée à leur donner un coup de main, mais qui était pas juste en service ou en cuisine, qui était vraiment, bon, bah, je vais regarder comment vous faites les choses pour être sûr que vous ayez pas de mauvaises surprises en fin d'année ou que vous ayez pas plus de problèmes que nécessaire. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point c'était facile pour moi de vraiment prendre l'entreprise, la regarder, aller regarder à tous les niveaux de détail, participer au service côté cuisine, côté plonge, côté salle, parler aux petits nouveaux ou aux chefs qui étaient là depuis longtemps, éplucher les factures, regarder les logiciels, comment ils étaient paramétrés. Et j'avais tous ces réflexes-là. Et en fait, ça me faisait tellement plaisir de chercher à améliorer ce qui se faisait dans cette boîte parce que je travaillais pas dedans. Donc, je pouvais être force de proposition, enfin, faire des propositions et des recommandations 10 fois plus avancées parce que je ne vivais pas les contraintes opérationnelles. Et en fait, c'était un plaisir décuplé parce que moi qui étais un profil super polyvalent, qui touchait à tout et qui adorait autant servir le client, être en bout de chaîne ou être en tout début de chaîne de création, bah, le faire en plus sans les contraintes opérationnelles, ça a été une révélation et j'ai pas tout de suite osé me dire que je pouvais en faire mon activité, mais j'ai d'abord saisi des opportunités. Donc j'en ai parlé à droite à gauche. On m'a proposé des missions ou des sous-traitances ou de faire ça pour des amis dans le cadre de missions rémunérées et en fait ça a super bien marché. Donc je me suis dit bon, j'ai assez validé le truc, ça marche, j'aime bien, on veut bien me payer pour ça. Je crois que je tiens entre les mains un business quoi. Entre la vision de départ et maintenant, si tu te replonges il y a 3 ans, quand tu t'es lancé, à quoi ça ressemblait ta mission à l'époque? C'était tellement différent. Quand je me suis lancée, moi, ce que je voulais, c'était être une boîte à outils pour les restaurants. Donc, en fait, je me considérais un peu comme une boîte à outils. Donc, je pouvais autant les aider à construire, solutionner, régler, avancer, accélérer, ralentir. Enfin, tu vois, vraiment la boîte à outils bricolage et à tous les niveaux de leur stratégie et avec des supports ou avec des méthodes, avec des process. Donc j'avais envie d'être un peu cet outil d'appoint, un peu la carte joker. Et en fait, je me suis rendu compte enfin, il y avait beaucoup de limites à ça et pour faire le pont avec ma vision aujourd'hui, je me considère plus trop, si on est toujours dans la métaphore, je me considère plus trop comme une boîte à outils, je me considère plutôt comme un, j'avais pas du tout préparé ce que j'allais dire, mais je vais quand même le dire. Un peu comme un petit singe qui pioche sur la tête des gens pour aller trouver où sont les trucs qui bug. Donc un mélange entre un petit singe qui vient un peu creuser dans la tête des restaurateurs ou Ratatouille, le rat qui est sur la tête et qui tire les cheveux pour dire non, va plus à droite, là tu t'es planté. Et du coup, c'est un peu un mélange de ça maintenant. Donc au lieu de proposer des outils pour régler des conséquences de problèmes, maintenant je me positionne vraiment et ma vision c'est vraiment comprendre pourquoi il y a des conséquences à régler et on va régler les causes et on ne peut pas travailler sur les conséquences. Et tout ça, c'est dans une démarche de mettre les restaurateurs dans une posture d'autonomie après pour régler leurs problèmes. Une fois que tu comprends, c'est plus facile d'aller vers la bonne solution. Et avant, je voulais juste apporter la solution. Et maintenant, je veux leur faire comprendre. Clairement. C'est hyper intéressant justement cette capacité à s'impliquer, à devenir autonome, à prendre du coup plus de responsabilités dans la résolution de ses propres problèmes. Et ça passe en général par une bonne compréhension de pourquoi c'est là et qu'est-ce qu'on peut faire différemment autour de ça. Si tu devais comparer ton parcours à un livre, à une série, à un film. C'est une bonne question.
Je sais pas trop. Je sais pas pourquoi, mais je pense que ce serait un peu un livre de psychologie. Parce que du coup, ce que j'ai toujours voulu donner à mes clients, c'était ce dont moi j'avais besoin. Donc je pense qu'il y a un côté, je fais le même travail que sur mon entreprise et sur ma personne que je propose à mes clients. En tout cas, pas exactement la même chose, mais la même logique. Du coup, je pense que je serais un livre soit de développement personnel, soit de psychologie. Alors qu'avant, j'étais plutôt un livre de recettes, tu vois. Suis mes étapes, après ça va rouler pour toi. Maintenant, je suis plutôt en mode, pose-toi cette question. Maintenant, essaye ça. Ça marche bien? Ok, on y va, du coup. Il y a une notion d'évolution du livre et de la complexité qui évolue Ouais, aussi avec ton propre chemin au fur et à mesure. à 100%. Ouais. À l'inverse, quels sont les éléments qui pour toi restent inchangés depuis le départ? Ce qui reste inchangé, je dirais que c'est le fait que je crois profondément le fait qu'on manque de solutions pour développer les restaurants et que la restauration est un métier et un business qui a beaucoup évolué les dernières années. Et je pense on n'est pas vraiment à jour. Donc, on a plus besoin d'aide qui existent déjà dans d'autres industries. Par exemple, le conseil, c'est pas forcément très répandu en restauration, mais je pense que aussi ça n'a pas une super bonne image. C'est une image peut-être inaccessible ou chère ou qui prend du temps ou quelqu'un qui va pas te comprendre, des choses comme ça. Et du coup, dès le départ, ce que moi j'ai voulu proposer, c'était quelque chose dont j'avais manqué et qui n'existait pas. Et du coup, le fait d'être vraiment bien compris par quelqu'un qui peut parler stratégie, qui peut parler opération, qui peut comprendre ton quotidien. Et ça n'a pas changé. Et je reste toujours persuadée qu'il faut rendre beaucoup plus accessible et faciliter l'accès aux solutions qui ne sont pas que des solutions de création de recettes, création de design graphique et des choses comme ça. Tu vois, je pense que le scope de prestations qu'on doit proposer aux restaurateurs va plus loin que ça. Et ça n'a pas changé depuis le début que je me suis lancée. Et je pense que si je continue à développer mon entreprise, c'est aussi parce que ça confirme ça. Il y a un besoin et il y a aussi un manque d'accès, un manque de facilitation, des choses comme ça. Ouais. Et entre le point de départ, la vision de départ, la boîte à outils, la carte Joker et aujourd'hui, tu sais identifier les différents points qui t'ont amené petit à petit à faire évoluer justement ton positionnement, ta réflexion? Ouais, le premier point de bascule qui s'est passé quand je me suis officiellement lancée, ça a été de comprendre ce qu'il se passait après mon départ, après la fin d'une mission et de réaliser que c'était très complexe de faire perdurer les bonnes pratiques après mon départ ou après la remise de la recommandation ou la mise en place d'un process. Et ça venait aussi du fait que je faisais trop pour mes clients. Donc j'ai identifié que j'allais trop loin dans ce que je proposais. C'est plus intéressant d'être situé vraiment en amont dans le fait de montrer la direction et de donner 3 indications plutôt que d'accompagner jusqu'au bout du chemin. Et donc ça, c'était une réalisation parce que du coup, mes clients ne s'en plaignaient pas, mais moi, j'étais pas contente de me rendre compte que le problème n'était pas à 100% réglé après mon départ. Ou qu'il revenait, tu vois, un peu comme une mauvaise habitude ou qu'il revenait. Et du coup, j'ai réfléchi à comment faire pour, comment packager mes offres ou quel format d'accompagnement ou quelle temporalité faire pour permettre aux gens à la fois de régler le problème, mais aussi d'éviter qu'ils reviennent et de les maintenir dans une posture de recul par rapport à leur entreprise. Et du coup, ça s'est passé par des changements de format d'accompagnement. Donc, au tout début, c'était des accompagnements très opérationnels, pas très chers, très rapides. Après, c'est devenu quelque chose de très complet, vraiment où on englobait tout, on faisait tout ensemble. Donc, c'était aussi coûteux en temps et en argent. Ça aussi, ça avait des limites pour les budgets des restaurateurs à qui je m'adressais, mais aussi pour moi, ou dans le sens où, dans ma vision d'accessibilité, il y a une notion de prix aussi et de rapidité d'action qui correspondait pas à ces accompagnements qui étaient trop longs et coûteux. Et après ça, du coup, j'ai rencontré une autre limite, c'était la temporalité, où c'est vraiment, je me suis rendu compte que si je restais trop longtemps avec les clients, voilà, on se refroidissait. Et il vaut mieux battre le fer quand il est encore chaud, et c'est un vrai truc. Et surtout les restaurateurs qui ont 1000 choses à penser, qui sont
des choses à penser, une grande variété d'informations, de niveaux d'urgence dans la journée, en fait, en tant que prestataire, je peux être soit le truc en trop pour la journée, soit le truc qui va faciliter tout le reste. Et être là trop longtemps, rester trop longtemps avec les gens, c'est devenir le truc en trop, parce que du coup, tu peux avoir des personnes qui, selon leur personnalité, veulent te rendre des comptes, ou veulent te satisfaire, ou veulent, tu vois, tu sais pas trop en tant que prestataire comment les gens vont te percevoir. Mais pour moi, il y avait vraiment ce truc de temporalité. Du coup, j'ai chapitré tous mes accompagnements. Donc au lieu d'avoir un très long accompagnement, coûteux en temps et en argent, en fait, on pouvait commencer par le début, on pouvait faire le milieu, on pouvait faire la fin, on pouvait changer l'ordre. Et ça a évolué. Et le troisième point de bascule, c'était vraiment sur le conseil et le coaching. Du coup, je trouve que c'est des notions qui sont un peu floues. On ne sait pas trop ce qui délimite l'un et ce qui délimite l'autre. Selon les expériences, ça veut dire quelque chose ou autre chose. Mais du coup, je me suis rendu compte que certains clients n'avaient pas juste envie qu'on réponde à leurs questions, ils avaient aussi envie qu'on leur pose des questions. Ils ne me l'ont pas exprimé. Moi, je me suis rendu compte dans les moments aha qu'il y avait beaucoup plus de aha quand je posais une question et que c'était la question qui s'était jamais posée. Je me suis dit, en fait, c'est pas vraiment du conseil, ça relève d'autres choses. Du coup, j'ai changé la formulation de mes accompagnements et je pense que ça a eu aussi une valeur perçue du côté de mes clients, d'avoir un peu comme du coaching en stratégie. Je sais pas si c'est ça le mot, mais du coaching en stratégie, dans le sens où tu as vraiment quelqu'un tu comptes sur quelqu'un pour aller éclairer les endroits de la pièce que toi, t'as pas encore éclairé, et pas seulement pour te dire, dans ton faisceau lumineux, là, t'as oublié de régler ça. Et du coup, ça, c'était un nouveau grand point de bascule qui m'est apparu un jour. Et du coup, tout a changé après ça à nouveau. Mais je pense que tout continuera de changer tout le temps, et je pense que c'est un peu la vie, la vie du business. Clairement. Super intéressant parce que justement, de donner du poisson, on apprend à pêcher et puis après on s'aperçoit que c'est plus suffisant, on a besoin que la personne comprenne pourquoi elle aurait besoin d'apprendre à pêcher et après elle développe l'engagement vis-à-vis d'elle-même de se dire je vais le faire. Mais c'est les différentes étapes du cheminement pour accepter le changement, faire en sorte qu'il perdure. Il y a cette notion d'autonomisation si on veut que le changement soit pérenne sur la durée, qui est hyper important, en tout cas en coaching, et c'est un des points sur lesquels on met le plus l'accent. C'est hyper intéressant de voir que tu as réussi à développer justement, tu vois, la même logique que le coaching dans ton approche par le terrain. Je trouve ça hyper riche et hyper inspirant. Entre ton lancement et aujourd'hui... Je pense que ça venait du management, pour l'anecdote. Il y a beaucoup de points communs. Hein. Le management ça s'inspire beaucoup d'ailleurs des techniques de coaching, des courants psychologiques de l'école de Palo Alto. Ouais. Il y a ça serait bien que, et le j'ai très très besoin de ça maintenant, parce que sinon je vais dans le mur. Et tu je vois, l'ai dit. Ouais. Et je l'ai dit, et je me suis entendu le dire. Oups. Ouais. C'est hyper fort. Et entre ton lancement et aujourd'hui, les principales difficultés que tu as pu rencontrer? Ouais, il y en a eu plein. Hein. Ça continue d'ailleurs. Je pense que chacun a son lot de challenges du quotidien. Je dirais que dans les difficultés qui méritent d'être partagées parce qu'elles étaient suffisamment fortes et handicapantes ou freinantes, il y a eu, pour moi, il y a eu cette première barrière de pas oser me lancer parce que j'avais plein de trucs dans la tête qui... J'avais pas pensé que je pouvais faire ce que je voulais et j'avais juste imaginé qu'il fallait faire comme ça et ça me paraissait beaucoup trop gros ou trop compliqué. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a retardée en soi. Après, je pense que le temps doit aussi faire son travail et j'aime beaucoup le voir à l'œuvre. Mais ça reste quelque chose, je me dis, mais il y a tellement de personnes qui n'osent pas aujourd'hui lancer de projets, même pas des projets d'entrepreneuriat, mais aussi des projets juste tout simplement qu'on n'ose pas parce qu'on pense tout. Il y a des gens qui pensent comme moi qu'il faut que ce soit, ils pensent tout de suite au truc parfait, au truc gros à la fin et tout. Et en fait, faut commencer quelque part. Et souvent, quand on commence, c'est vraiment pas parfait dès le début. Hein. Donc ça, faut un peu l'accepter. Donc ça, c'était un premier truc. Après, je pense que lors de ma première année, je pense que j'ai travaillé j'avais une vision stratégique pour mon activité. Je savais ce que je voulais apporter, je savais pourquoi c'était important pour moi, je savais pourquoi ça avait du sens. Enfin, j'avais une notion de vision stratégique, mais je n'avais pas assez raccroché à ma vision personnelle. Et ça a été une difficulté parce que je suis un peu partie dans tous les sens. Je pense que c'est aussi important de savoir partir dans tous les sens pour trouver dans le tas le truc qui marche bien pour toi. Mais moi, ça m'a beaucoup fatiguée.
Ça m'a beaucoup stressée et tout était dur et il y a eu un moment où c'était vraiment en fin d'année où là, du coup, j'ai décidé de reprendre les choses en main, où je me retrouvais à beaucoup travailler, à avoir beaucoup de business et mon activité avait marché dès le premier jour et j'en vivais suffisamment. Enfin, tu vois, il y avait toutes ces notions de succès qui peuvent avoir l'air de succès, mais derrière, j'avais plus de plaisir, j'étais trop stressée. J'avais un nouveau client, ça me stressait plus d'avoir un nouveau client que juste la satisfaction de me dire génial, j'ai un nouveau client. Et là, du coup, je me suis dit, bon, en fait, là, il y a un truc que je fais pas bien. Et c'était vraiment ce petit raccord de conscientiser qui je suis, qui j'ai envie d'être, qui j'ai envie de devenir et qu'est-ce que je fais et comment j'ai envie que ça devienne. Et du coup, après, j'ai un peu raccroché les bouts et depuis, ça va mieux. Et en fait, rien n'a changé dans mon rythme ou dans ma charge de travail et tout. Je travaille beaucoup, même si c'est pas, je travaille pas plus de 40 heures d'ailleurs, que ce soit non plus énorme. Je considère que c'est déjà pas mal. Mais rien n'a changé là-dedans, juste la façon dont je le vis est vraiment bien maintenant. Tu vois, il y a plus ces goulots d'étranglement. Donc ça, c'était une difficulté, vraiment faire le lien entre qui t'es, qui t'as envie d'être et qu'est-ce que tu fais et pour qui et de le faire et de le conscientiser. Et ça, je pense que c'est vraiment important parce que c'est suffisamment dur de se vendre, de créer des choses, de communiquer en ligne, de demander des milliers d'euros à des gens pour tes compétences. Tu vois, il y a plein de trucs qui relèvent du, bah, faut y aller, tu vois, faut laisser tomber un peu certaines peurs et si tu le fais pas pour un vrai plaisir à la fin de la journée, franchement, ça vaut pas le coup. C'est trop dur. C'est trop dur, c'est trop fatigant et je pense qu'il y a je sais pas si c'est des burn-out ou mais en tout cas des gens qui se perdent en chemin et qui se retrouvent à faire des trucs qui les fatiguent, qui les stressent et tout, et c'est qu'ils n'ont pas une vraie bonne raison intrinsèque de le faire, tu vois. Donc ça, c'était un gros truc. Et après, il y a évidemment les petites complexités du quotidien, la gestion, les impayés, les retards des clients, tomber sur un mauvais client, ça arrive aussi. Idéalement, il faut que ça arrive tôt pour qu'on sache exactement qui est notre mauvais client et combien ça nous coûte d'encaisser ce client aussi. Donc ça, faut l'éviter aussi. Ça faisait partie de toutes mes erreurs de première année. Normalement, c'est bon, j'ai coché les plus grosses cases. Il y a 3 points sur lesquels j'aimerais bien revenir. Tu m'as dit j'ai rien changé, mais je l'ai mieux vécu à partir du moment où j'ai su pourquoi je le faisais. C'est vraiment une histoire de perception. Ouais. Comment Ouais. t'as réussi à faire ce shift-là? Déjà, je me suis fait accompagner, donc un coach qui m'a du coup posé les questions que j'avais besoin de me poser ou peut-être que je me les posais déjà, mais lui, il est vraiment allé plus loin. Il m'a forcé à remonter vraiment plus loin dans ce qui était important pour moi et ce qui m'animait dans la vie de manière générale. Donc j'ai fait tout un travail sur, on peut dire un peu un travail sur mon système de valeurs, tu vois, de vraiment se poser les questions, reprendre tous les moments où ça coince et pourquoi ça coince et vraiment comprendre que là il y a un truc qui moi me dérange foncièrement dans la vie, donc autant l'éviter à partir de maintenant et trouver des moyens pour continuer d'apprendre à composer avec, soit de l'éviter tout simplement. Donc ça a beaucoup changé, cet accompagnement. Et j'ai aussi changé quelque chose par rapport à mon rapport au temps et à l'effort et à l'argent. Et ça m'a fait du bien aussi. Et ça, je pense que je l'ai fait juste en réfléchissant aux limites que j'avais actuellement et en les poussant le plus loin possible. Et les limites que j'avais à ce moment-là, donc en fin de première année, c'était si mon agenda est plein, je gagne pas assez d'argent. Donc, je fermerai mon entreprise à terme. Donc, il y a un truc que je fais pas bien à ce niveau-là, au niveau du tarif. Mais le tarif, c'est la valeur perçue, c'est le parcours client. Donc, tu vas des petits ajustements à faire là. Mais le fait de pousser les limites plus loin et de me dire, tu travailles à fond pour quelque chose qui n'est pas viable pour le moment, ça va pas. Et du coup, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, j'ai pas des prix plus importants ou je n'ose pas plus vendre ou des choses comme ça. Donc, je me suis posé toutes ces questions-là et ça m'a permis aussi de changer toute la façon dont je me présentais, dont je présentais mon travail, dont je vendais, du coup, mes prix, des choses comme ça. Et ça a changé la façon dont je vivais mon travail parce que non seulement j'ai beaucoup plus travaillé à valoriser les effets et les bénéfices chez mes clients, des effets qui étaient constatés, mais moi je les ai vécus aussi et du coup j'étais beaucoup plus fière de faire ce que je faisais et de pas diminuer la valeur de mon travail et de pas tu sais le
parfois il y a des choses que tu fais tellement tous les jours qui sont tellement acquises pour toi que ça te paraît, t'as l'impression que ça a vraiment une toute petite valeur, alors que pour quelqu'un d'autre c'est le truc qu'il fallait entendre ou qu'il fallait faire. Et du coup j'ai travaillé à me réconcilier sur ma vision de la valeur des choses qui est juste la mienne. Et du coup je sais jamais ce qui va matcher en face, mais en tout cas ça aura de la valeur et ça a changé mon quotidien aussi parce que du coup j'ai diminué mes horaires, j'ai pu augmenter mes prix. Ça n'a rien changé sur la satisfaction client, voire c'était encore mieux. Et du coup, j'ai pu souffler, tu vois, et j'étais fière de pouvoir vendre des accompagnements de qualité à des prix qui me permettaient de vivre, de faire mon yoga à l'heure où je veux le faire, de pas travailler le week-end, de pouvoir me payer des billets d'avion si j'ai envie de me payer des billets d'avion. Et rien que ça, c'était vraiment bien. Et je pouvais le faire avant, mais c'est juste que j'étais assise sur ma trésor, j'étais assise sur mon emploi du temps, ça devait être comme ça. Et si j'en sortais, c'était devenu des injonctions. Et si j'en sortais, j'allais mourir, c'était sûr demain. J'allais prendre feu derrière mon bureau. Puis en fait, pas du tout. Donc perception des choses, ouais, avec un coaching et avec des petites questions personnelles. Ouais. Et c'est marrant comment souvent les plus gros déclics, c'est des tout petites prises de conscience. Et la petite prise de conscience qui permet de réassembler toutes les briques qu'on a accumulées jusqu'à présent. Ouais. Et justement se dire, tiens, on peut bosser autant de temps qu'on veut, si le business il est pas rentable, mais en général, quand on démarre, on se projette sur la valeur qu'on pense que les gens vont donner à notre service. Et potentiellement une projection de combien moi je serais prêt à payer si jamais je devais acheter mon propre service. Et en général, on est en dessous. Et on se dit, tiens, comme je Bien débute, sûr. en plus, il va falloir que je fasse des efforts. C'est normal d'en baver. Et donc, on redouble d'efforts pour finalement un truc qui est pas plus rentable. Et après, il y a l'état Ouais. émotionnel, il y a l'état énergie qui va influer le niveau de notre prestation. Ouais. Et du coup, c'est hyper intéressant d'avoir ces temps où justement on se pose pour poser ses limites, ses besoins réels, regarder où est-ce qu'on va justement et réorienter au fur et à mesure. Ouais. Et je pense qu'il y a quelque chose qui moi m'a aidé sur cette valeur, sur cette vision de l'effort, cette vision du temps, de la valeur du temps, la valeur de l'effort et tout. C'était une réflexion sur la responsabilité des autres et le fait que moi j'étais responsable d'ouvrir suffisamment de portes et de créer suffisamment de moments avec mes clients pour écouter si ça allait, si ça allait pas, s'il y avait des demandes ou s'il y avait des retours et s'il y avait des feedbacks et que eux étaient aussi responsables de me le dire une fois que ces perches étaient tendues et que ces portes étaient ouvertes. Et ça m'a complètement débloqué parce que ça répond à la peur de pas assez délivrer ou de décevoir ou d'avoir été trop cher ou de quoi que ce soit. Parce qu'en fait, si t'es côté prestataire et que tu deviens complètement j'avais trop aimé, c'était Sarah Saidi qui avait dit je suis accro au feedback. Et si tu deviens addict au feedback et que tu sais ouvrir les portes intelligemment pour que les gens soient à l'aise de te les faire et tout, il n'y a plus de déception après ça. Parce qu'en fait, ton client, s'il y a un truc qui lui convient pas, c'est trop cher parce que je pensais que nanana, bah tu vas lui donner nanana et puis c'est bon, c'est plus trop cher, tu vois. Mais c'est la responsabilité des clients en face aussi. Comme quand toi, tu es au resto et ton plat est froid et bah, si t'oses pas le dire, quand il arrive, bah, c'est ta responsabilité. Mais le serveur ou la serveuse est censé venir te demander 5 minutes après, ça va ton plat et te tendre cette porte, cette perche et t'ouvrir cette porte. Mais du coup, t'es autant responsable que la personne en face de te demander si ça va et toi de dire que ça va. Et ça m'a trop aidé sur le côté les clients, la prestation, l'argent, le temps. Je sais pas combien, je crois que c'est 80% des clients pas satisfaits qui te le diront jamais, ou un petit peu plus Ah même. ouais, Et d'où l'importance d'aller terrible. demander véritablement, tu vois, et surtout offrir un espace où la personne se sent en sécurité pour te dire que ça va pas. Tu vois, il y a certains chefs, Ouais. si tu leur dis que ça va pas, que la viande elle est pas assez cuite ou qu'elle est trop cuite, t'as toujours cette image du chef un peu grincheux en cuisine, justement, qui va te Mhm. renvoyer ton assiette à travers la pièce. Ouais, ouais, oui, c'est clair. Ça arrive tous les jours. Mais du coup, moi, je fais pour l'anecdote, je fais un travail de sensibilisation chez mes proches qui me disent quand ils sont allés au resto et que ça allait pas. Du coup, tout le monde vient me raconter ses anecdotes de restauration parce que je suis la référente resto chez mes amis. Et ils me disent, j'ai pas osé le dire, j'avais pas envie que le chef soit triste parce que c'était super, mais bon, ça c'était pas bien et tout. Et moi, je leur dis, mais en fait, c'est lui rendre un service que de lui dire que t'étais pas content parce que s'il est suffisamment intelligent, il va résoudre le problème pour les autres et il a une chance de continuer à mieux faire. Si c'est quelqu'un d'ouvert à ça, hein, mais du coup, en tant que client, on a aussi un rôle là-dedans. Mais le 80%, il fait super peur. Hein. Il fait super peur. Les Clairement. 80% des gens qui disent pas, ouais.
Et alors tout à l'heure, tu as une formule hyper rigolote. Tu as dit j'ai laissé tomber certaines peurs. En général, les gens, ils vont les affronter, les peurs. Ils s'y confrontent, ils les combattent. Ou... tu as toujours cette image, tu vois, du petit héros avec son bouclier et son épée qui va affronter le gros démon. Là, tu me l'as dit, je t'ai vu avec un impair, juste les peurs tombent. Et puis non, j'ai décidé que ça m'affectait plus. Comment tu t'es pris, toi, Ouais. pour laisser tomber tes peurs? C'est vraiment ça. Là, la première idée qui me vient, je crois que c'est le yoga et la méditation. Ça peut faire un peu surtout s'il y a des gens qui sont pas du tout adeptes de ça, ça peut paraître très abstrait, mais j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup, et c'est des pratiques qui m'ont beaucoup aidé à des moments où j'en avais besoin. Je pense qu'on se retrouve pas par hasard à pratiquer le yoga ou la méditation. C'est qu'à un moment on a eu un bug dans la matrice et on a manqué de moyens pour le régler, donc on s'est retrouvé sur un tapis ou avec de l'encens dans le salon, quoi. Donc moi, je m'y suis retrouvée là pour ça. Et il y a une formulation que j'aime beaucoup et qui est parfois dite par des professeurs de yoga. Ils demandent si tu veux si tu veux te donner une intention pour ton cours, pour ta pratique du jour, ou alors s'il y a quelque chose que tu as envie de laisser sur ton tapis aujourd'hui. Et je crois que c'est là où je me suis un peu... Du coup, moi, je pratique beaucoup et je me pose toujours la question, il y a toujours un truc que j'ai envie de laisser tomber. Parfois, c'est juste, je sais pas, ma peur de louper mon avion pour demain. Et parfois, c'est... ça y est, j'en ai ras-le-bol de la peur qu'on pense que je suis comme ci ou que je suis comme ça. Je la dépose sur mon tapis maintenant et j'avance. Et je crois que ça m'a vachement aidé. Il y a peut-être d'autres choses, des travails en coaching ou des trucs comme ça qui m'ont aidé, mais le fait d'aller au moins 6 fois par semaine, passer 1 heure à relier ton corps, tes émotions, ton mental, et qu'il y a quelqu'un qui te demande qu'est-ce que tu as envie de laisser maintenant, et à la fin qui te rappelle, ok, maintenant on peut un peu respirer là-dedans et tu peux vraiment dire au revoir à ça. Bah, si t'es ok avec le fait de mettre les 2 mains dans tes problèmes, après tu peux les régler plus facilement. Donc c'était un peu ça. Donc je pense que ça m'a aidé à vraiment laisser tomber des peurs. Je les ai laissées sur mon tapis, que je nettoie à haute fréquence du coup, parce que j'ai l'impression qu'il est vraiment plein de problèmes, ce tapis. Et c'est Ouais, rigolo je parce que dans l'aère. l'approche, c'est très très proche de ce qu'on peut voir en PNL ou en hypnose, où tu matérialises tes problèmes, tu poses l'intention, tu vois, et tu portes conscience à ce qui se passe émotionnellement avant de décider de poser ça là, comme un fardeau qu'on peut laisser de côté et ne pas reprendre avant la prochaine fois. Et c'est rigolo J'adore. parce que c'est une approche qu'on retrouve à beaucoup d'endroits quand on va travailler au niveau de ce qui se passe dans notre tête pour se sentir différemment à l'intérieur. Ouais. Ouais, j'adore faire ça. Et il y a je pense que la méditation, ça, c'est pas forcément juste s'asseoir et faire des bruits ou juste respirer et tout. Ça peut avoir plein de formes selon les gens. Mais moi, il y a quelque chose que j'aime bien faire. C'est quand j'ai eu une journée vraiment hyper forte en émotion et que je me sens fatiguée émotionnellement à la fin de la journée. Tu sais, t'as eu un mélange, t'as eu des bonnes nouvelles, mais t'en as pas trop profité parce qu'il y a eu aussi des trucs, t'es un peu fatiguée. Enfin, voilà, il y a plein de trucs. Bah, j'aime bien, enfin, soit je m'assois, soit je reste debout. Enfin, bref, juste, il n'y a pas de truc dans la posture ou dans la pratique, mais je laisse toutes les émotions et les pensées de la journée revenir à moi et je vais les ranger dans des sacs dans ma tête. Je vais peut-être avoir l'air complètement folle en disant ça. Il y a des gens qui vont écouter qui vont se dire, ah, elle avait l'air sympa pour bosser avec, mais en fait, j'y vais pas, elle est trop bizarre. Mais du coup, dans ma tête, je prends les pensées, je vais les trier dans des petits sacs. Et les sacs, soit c'est tu vois, des thèmes, ça c'est boulot, c'est bon, je peux le ranger pour ce soir. Ça j'ai envie d'en parler avec mes amis que je vois ce soir, donc je mets dans mon sac pour plus tard. Enfin, tu sais, je trie un peu les trucs comme dans des petits sacs. Et à la fin, il y a un sac que je ferme et je le réouvre demain matin. Il y a un sac que j'emmène avec moi dans ma soirée. Il y a un sac que je peux jeter par la fenêtre. J'ai plus besoin de tout ce que j'ai mis dedans. Et à la fin, j'ai plus toutes ces pensées qui viennent me surcharger la tête et qui viennent me faire une salade émotionnelle qui m'empêche de profiter d'un moment. Et ça, c'est typiquement un truc de méditation qui fait pas percher, où t'es pas en train de léviter au-dessus d'un tapis de flammes en chantant des ohms, mais t'es juste en train d'accueillir tout ce que t'as dans la tête et d'en faire quelque chose et de décider des choses pour ses pensées. Et ça, c'est un truc qui m'a aidé pour laisser tomber les peurs, parce que du coup, dans ma tête, il y a un sac de peurs que je jette tous les soirs. Et c'est vraiment des techniques qu'on retrouve en préparation mentale ou en préparation d'examen, justement, comment on range la pièce
Où est-ce qu'on Mmh. catégorise, comment on classe, comment on trouve un système d'indexation, comment on met de côté ce qui est pas utile maintenant, comment on va se concentrer, tu vois, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on trie. Et c'est Ouais, rigolo, en fait, de s'apercevoir à quel point, une fois qu'on est capable de ranger dans sa tête, en fait, ça devient beaucoup plus lucide et on gagne beaucoup en efficacité. c'est trop bien. Toutes les disciplines se rejoignent un petit peu sur ces trucs-là. Si tu ranges ce qui se passe dans ta tête, tu peux te sentir mieux dans ton corps, en fait. Tu peux te sentir mieux dans ton quotidien et tu peux être drivé par une intention plus que par tes émotions. Ouais, ouais, c'est vraiment ça. Plus de clarté, t'as de la place, t'as de la bande passante en fait. Mm. T'es prêt pour la suite. C'est un peu ça. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé sur le chemin? Tu me dis le yoga, la méditation. Est-ce qu'il y a un bouquin, un livre, un document, un média qui t'a aidé? Plein, 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 plein. J'adore écouter des podcasts et j'aime bien les podcasts en général sur. Ça rentre dans la catégorie qui peut être un peu critiquée par certaines personnes, mais j'ai pas trop d'autres mots pour le dire. Mais les podcasts sur le développement personnel, j'aime bien comprendre les rouages du cerveau, des émotions, la façon dont ça nous impacte. Donc je suis pas, j'écoute pas pour me dire, enfin, tu sais, pour un peu diagnostiquer ou des pensées ou des trucs que je fais, mais j'écoute vraiment pour comprendre le schéma. Et du coup, j'aime bien le podcast de Camille Thomas qui s'appelle Pas de soucis. Et j'aime bien aussi le podcast de Jay Shetty, c'est un Américain Mm. qui est super connu, un ancien moine, tu vois, qui fait un peu de sa mission, euh, enfin qui n'est plus moine du coup, mais qui du coup a un super podcast qui s'appelle On Purpose. J'aime bien le podcast Métamorphose de Anne Guéquière. Et ça, c'est des trucs que je peux écouter tout le temps. C'est juste que je pense que quand tu écoutes que ça, ou quand tu lis que ça, il y a un moment où tu tournes un peu autour de ton truc tout le temps, où tu es tout le temps en train de réfléchir, où tu es tout le temps en train de re-questionner des choses. Donc, c'est pas des trucs que j'écoute tous les jours parce que je pense que c'est pas toujours très. C'est bien aussi d'aérer, mais en tout cas, j'aime bien ces ressources-là qui permettent de comprendre un peu comment on fonctionne, qu'est-ce que c'est que le stress, qu'est-ce que c'est que la peur du jugement des autres. Et après, tu t'en fais ce que tu veux. Ça veut pas dire que tu t'en sépares, mais au moins tu as une nouvelle perspective sur les choses qui peuvent un peu t'embêter au quotidien. Ouais. Encore une fois, une histoire de perspective, de perception. Il y a un livre que j'ai adoré qui s'appelle pas tout le livre, je recommande pas tout le livre à tout le monde, mais il y a une partie qui est vraiment trop bien. Ça s'appelle The Child in You et c'est Stéphanie Stahl qui l'a écrit. Donc c'est un peu sur le truc de l'enfant intérieur. Donc voilà, faut être intéressé par ce type de voyage. Mais il y a toute une partie où elle explique les différentes stratégies de protection qu'on développe en grandissant, en évoluant dans la vie. Et en fait, tu retrouves dans ces chapitres-là tous qu'est-ce que c'est que le perfectionnisme, qu'est-ce que c'est que les gens qui coupent la parole, qu'est-ce que c'est que la peur de l'abandon. Je sais pas, tu vois, je prends des exemples au pif Mm. et en fait, j'ai trouvé que rien que cette partie du livre, elle te donnait des clés de compréhension sur des situations dans ta vie. Soit quelqu'un a fait quelque chose et ça a l'air de mal se passer pour la personne en face, soit quelqu'un a fait quelque chose de normal, ça s'est mal passé pour toi. Enfin, les problèmes relationnels ou la vision de la façon dont tu gères ton travail ou des choses comme ça. Et en fait, ce chapitre sur les stratégies de protection, mais je l'ai trouvé, j'ai envie que le monde entier le lise en fait, vraiment. Ouais. Et le Je livre le... Les mots sont des fenêtres, ou bien ce sont des murs, plein de ressources. Ça aussi, je voudrais que le Parfait. monde entier le lise. On va le placarder à la face du monde. C'est clair, il y aurait plus de guerre. Tiens, justement, si on part sur l'enfant intérieur, là, toi, d'il y a 3 ans, tu lui donnerais quoi comme conseil? Je pense, c'est peut-être un peu bateau, mais je pense que je lui dirais de se faire confiance et de laisser le temps de faire son travail. Parce que du coup, il y a 3 ans, j'étais pressée de construire des choses et qu'elles soient terminées. J'avais envie d'atteindre un espèce de plateau de croisière qui n'existe pas quand tu développes une entreprise. Tu as toujours un nouveau projet, tu as toujours un nouveau problème, tu as toujours une nouvelle envie. Et du coup, il y a 3 ans, j'étais vraiment pressée de ça et je pense que c'est ça qui m'a amené à me perdre un peu en chemin et à faire des choses en oubliant un peu pourquoi je les faisais parce que je les faisais parce que j'avais envie d'avoir terminé. Et en fait, je pense que j'avais pas confiance en ma capacité à faire des erreurs, tirer des apprentissages, avancer petit à petit, tranquillement, à mon rythme.
découvrir ce que j'avais envie de découvrir. Et aussi, j'avais pas conscience de la valeur du travail du temps. Donc, je voulais juste que les choses soient faites. Alors qu'en fait, maintenant, j'ai beaucoup plus de plaisir enfin, quand j'ai des galères qui arrivent dans le quotidien, je me dis, je suis sûre que demain, ce sera plus là, ce sera parti. J'aurais pensé à 3 trucs, le truc sera réglé, alors que là, c'est en train de me prendre la tête. Et du coup, j'imagine le temps un peu comme un grand balai qui vient nettoyer dans la pièce dès que t'as un truc et il faut le laisser faire. Donc, je me donnerais ça comme conseil, ouais. Trop cool. Et qu'est-ce qui fait que la Laurine de l'époque, elle accepterait de t'écouter? Bah parce qu'elle a vraiment besoin de conseils, hein. Elle a besoin de bons conseils et elle a besoin de conseils qui sont pas des conseils qui sont des injonctions ou qui sont des conseils pour régler des conséquences de problèmes, mais de conseils qui posent, enfin qui s'adressent à la racine des problèmes qu'on peut avoir. Parce que du coup, en me lançant, j'ai évidemment demandé des coups de main dès que je rencontrais des limites et où je suis allée en chercher. Et je trouve que c'est plus facile de suivre les conseils de quelqu'un qui te conviennent pas, mais de se dire bah cette personne a ce que moi j'estime être de la réussite, donc je vais faire comme cette personne. Puis tu te retrouves à faire des trucs trop bizarres et enfin pour toi en tout cas. Et du coup, la Laurine d'il y a 3 ans m'écouterait parce que laisser le temps de faire son travail, bah c'est un conseil qui vaut pour tout le monde et pour toutes les situations. Mais par contre, quand c'est le moment où tu as besoin d'entendre ce conseil, tu l'entends vraiment. Alors que si tu l'entends pas et que ça te concerne pas, ça veut rien dire. Mais je pense qu'elle m'écouterait parce qu'elle était vraiment très 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 pressée. Et de se faire confiance parce que mine de rien, quand je me suis lancée à mon compte, j'ai recommencé de zéro à un endroit dans ma vie et du coup j'ai oublié tout ce que j'avais fait avant, qui étaient quand même des expériences trop bien, où j'avais atteint des postes qui étaient vraiment importants dans des entreprises, très jeunes, où j'avais beaucoup voyagé, j'avais fait beaucoup de choses. Et en fait, en recommençant à zéro, j'ai eu l'impression de passer, tu sais, de la troisième à la seconde, où en fait t'étais le plus grand et là t'es le plus petit. Et en fait, faut se faire confiance, faut pas oublier tout ce qu'on a fait avant. Même si on recommence à zéro sur un nouveau business, une nouvelle posture et tout, on a tout ce qu'on a fait avant, c'est toujours là. Hein. Donc on se fait confiance, ce n'est pas parti. Clairement. C'est rigolo cette notion de... Il y a le temps et puis il y a les moments au milieu. Les moments où c'est le bon moment. Et avant le moment, en fait, le déclic, il peut pas être là parce qu'il manque encore des composantes qui permettent de l'accepter. Ouais, exactement. Le bon moment pour entendre les bons conseils. Sinon, c'est pas des bons conseils. Ouais. Alors aujourd'hui, les principaux freins que tu rencontres chez tes clients, ça ressemble à quoi? Alors, les principaux freins, il y a évidemment tous les freins, tout ce qui est impact opérationnel ou impact de résultat, donc qui sont plutôt des conséquences de problèmes. Donc c'est pas des freins, mais c'est je fais tourner mon resto, mais je suis pas content du chiffre d'affaires, je suis pas assez rentable, des choses comme ça. Donc ça c'est pas du frein, c'est plutôt la conséquence. Mais du coup, si on remonte plus loin, je trouve qu'il y a souvent un mauvais rapport à l'organisation et au temps. Enfin, quand je dis mauvais, c'est problématique, pas dans le sens il y a du bien, il y a du pas bien, mais il y a un rapport problématique à l'organisation, à la perception de ce que c'est que la flexibilité, la réactivité, dans le sens où dans les restaurants, t'as vraiment... parfois, tu as l'impression que tu as fait ta to-do list, ton planning est fait, tes clients sont là, tout va bien, et puis là, en fait, il t'arrive un truc, une galère de niveau d'urgence top rouge, et il faut être réactif. Du coup, la réactivité, c'est perçu comme quelque chose qui est très bien, mais pour moi, la réactivité, c'est aussi la conséquence du fait que en amont, au niveau de l'organisation, de la gestion de ton temps, de ta planification et tout, t'es pas allé assez loin parce que tu comptes sur ta réactivité. Et je pense qu'on est tous humains et qu'on a quand même des bons réflexes instinctifs. Et donc, s'il y a une fuite d'eau, un incendie, on sait comment gérer. Mais du coup, chez mes clients, je vois ce truc de c'est pas grave parce que je sais réagir, tu vois. C'est pas grave, je sais m'adapter. Il peut rien. Pourquoi est-ce que je passerais du temps à faire ça puisque je sais que de tous les cas, quand le problème sera là, je vais le régler. C'est un peu ignorer tout ce qui se passe comme bénéfice entre le moment où tu te poses et où tu te projettes vraiment sur un résultat de ton restaurant, une expérience, un fonctionnement, et tout ce que ça va te demander de mettre en œuvre et qui ne te demandera pas d'être là et d'être réactif à la fin. Donc ça, c'est un gros frein que je trouve chez beaucoup de clients. C'est vraiment le peu de valeur qu'ils voient dans le fait de se poser, de réfléchir et de planifier. C'est vraiment vu comme une toute petite valeur comparée au fait d'être réactif. Alors qu'en fait, si tu mets beaucoup de valeur dans le fait de te poser, réfléchir, aligner tes idées, planifier, avancer, apprendre, etc., à la fin, t'as pas besoin d'être réactif, en fait. Tu peux pas éviter les fuites d'eau, mais en fait, c'est vraiment changer ce ratio de valeur entre la réaction et la planification et la réflexion.
Et après, je vois aussi beaucoup de freins qui relèvent des croyances qu'on a tous dans notre petite tête, hein, qui vivent tranquillement dans notre esprit et qui nous racontent des trucs et il faut faire ci et il faut faire ça et parfois c'est pas pour des raisons qui nous conviennent à nous mais qui conviennent soit à quelqu'un d'autre, soit à un contexte, soit à ce qu'on pense qui est bien. Et là, c'est difficile de les remettre en question ou de savoir quand on est en train de faire quelque chose avec lequel on n'est pas 100% aligné, donc qui n'est pas relié directement à ce qu'on considère comme bien ou comme pas bien. Et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup parce que du coup, je vois des restaurateurs qui recrutent des personnes parce qu'elles sont très très compétentes, mais en fait, c'est des personnes qui foncièrement ne matchent pas en personnalité avec eux, donc ils aiment pas les manager. Donc ils font des trucs bizarres en management, donc c'est la faute de l'autre. Mais en fait, c'est juste à la base, tu t'es pas recentré sur ce qui était important pour toi et t'es allé recruter quelque chose que tu pensais important. Et du coup, ça fait partie des freins. Et puis c'est pareil pour les créations de recettes. Quelle est la recette du moment ou quelle est la stratégie de com à faire au lieu de qu'est-ce que moi j'ai envie de faire. Et dès qu'il y a une réponse différente entre qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que je fais, il y a un frein. C'est vraiment ça le truc. Donc ça, c'est des trucs que je retrouve chez tout le monde. Mes clients sont pas tous intéressés ou curieux de travailler à ce niveau-là, mais les conséquences que ça engendre sur leur entreprise ont beaucoup de points communs. Ouais. Aujourd'hui, quand tes clients, ils ont tout misé sur le recrutement à la compétence et pas forcément à la personnalité, ou qu'ils sont dans le je fais ce que je veux, mais pas ce qui pourrait marcher, c'est quoi tes outils magiques ou tes super pouvoirs? Je pense que l'outil qui marche avec la majorité d'entre eux, c'est de se demander quelle est la limite de ce qu'ils sont en train de faire et d'aller au bout de cette limite et d'imaginer ce que ça va engendrer sur le business. Et du coup, c'est par exemple, ok, tu recrutes des gens super compétents, mais que t'aimes pas humainement, donc t'aimes pas les manager. Qu'est-ce que ça t'apporte? Donc déjà, qu'est-ce que ça te permet de faire? Qu'est-ce que ça te permet de développer dans ton restaurant? Comment ça impacte positivement ton résultat? Et maintenant, qu'est-ce que c'est que la limite de ça? Et si on tire le trait et que vraiment on caricature, où est-ce qu'on va? Et en fait, on se rend compte que la caricature, elle est jamais très loin et qu'elle peut arriver super vite. Ça, c'est quelque chose qui marche bien en outil magique. C'est OK. Ça, c'est très cool. T'aimes bien travailler comme ça. Qu'est-ce que ça te permet de faire? Tout ça, ouais, génial. Et maintenant, du coup, si on va dans l'autre sens, la limite, c'est quoi? Donc ça marche très bien pour les faire prendre conscience du point d'équilibre qui se trouve entre une super façon de faire, mais qui a ses limites. C'est difficile de trouver la perfection et de trouver le truc trop bien, mais c'est plutôt une question de point d'équilibre entre j'ai atteint la limite et là c'est bon, je peux faire demi-tour, je peux baisser un petit peu la jauge. Et une autre chose, et c'est assez lié, c'est vraiment de se demander qu'est-ce que j'ai moi comme compétence ou comme trait de personnalité ou comme capacité aujourd'hui qui me permet d'avancer, qui me permet de bien faire les choses et de se demander aussi est-ce que ça ce sont des qualités que j'ai ou est-ce que ce sont des conséquences de quelque chose dont j'ai manqué. Et tu vois, si je reprends l'exemple de la réactivité, bon bah c'est des gens qui vont me dire je suis super réactif, dès qu'il y a un problème il est réglé en 5 minutes. Ok, bah, c'est une super qualité, mais qu'est-ce qui a fait que tu as développé cette capacité à réagir en 2 secondes? Puis là tu te rends compte qu'en fait ah ouais, bah c'est vrai qu'il m'est arrivé des galères et t'aurais pu les éviter comment? Bah du coup, j'aurais pu faire ça. Ok, bon bah ça te dit d'échanger la réactivité contre autre chose à partir de maintenant. Ouais, bon bah ok, je veux bien. Et ça marche bien. Ouais. En général, la réactivité, c'est l'absence de proactivité. C'est comment on apprend à gérer l'urgence plutôt qu'à gérer le risque au départ. Et comment aller plus sur les phases d'anticipation pour limiter l'apparition de problèmes. Et ce qu'on nous disait, tu vois, quand j'étais manager en informatique, c'est que si je fais bien mon boulot, en fait, on n'a pas besoin de moi. Parce que justement, il n'y a pas de problème à gérer. Parce qu'ils ont été étouffés dans l'œuf dès le départ. Ouais. Et c'est hyper intéressant, quelqu'un que tu vois gérer des problèmes, c'est qu'est-ce qui fait que tu as l'air d'avoir beaucoup plus de problèmes que tout le monde, potentiellement. On en revient au mécanisme de protection dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Ah, c'est hyper intéressant. Je pense qu'il y a des fausses croyances aussi autour de la restauration en particulier, sur le fait que c'est toujours très compliqué, toujours le feu, toujours des imprévus, toujours des trucs. En fait, c'est des légendes, c'est des légendes qui sont arrivées parce qu'il y a des gens qui ont pas été proactifs. Hein. C'était pas. Oui, c'est un métier qui demande du rush et qui demande une grande variété de compétences opérationnelles et tout, mais ça reste une entreprise. Faut pas l'oublier. Je pense que les gens, il y a beaucoup de personnes qui se protègent derrière le fait qu'on pense qu'un restaurant, c'est un business à part. En fait, quand tu poses les stratégies, les plans d'action, c'est une entreprise. Il y a des employés, il y a des clients. Ouais.
Et je m'étais noté au début de l'entretien de te poser une question. Les cauchemars en cuisine, Gordon Ramsay, Philippe Etchebest, qui t'expliquent à quel point les restaurateurs, c'est difficile pour eux, qu'il y en a un sur deux qui ferme au bout d'un an ou deux. Tu portes quel regard, toi, de l'intérieur sur ce genre d'émission? Je déteste les émissions de télé-réalité en général. Télé-réalité, c'est pas que Secret Story, hein. Je trouve que même les cauchemars en cuisine ou même Top Chef, en fait, j'ai vachement de mal parce que j'aime pas du tout le sentiment de pas tout savoir sur ce qu'on nous dit. Et du coup, quand tu regardes une émission, en fait, moi, du coup, j'ai travaillé aussi avec des gens qui ont participé à ces émissions. Et en fait, du coup, j'ai l'envers du décor. Alors, on ne ment pas à l'audience, hein, c'est pas du tout ça. Mais je sais que c'est vraiment très romancé et je trouve que ça rend pas service à notre métier de restaurateur. Et du coup, ça m'énerve. Ça m'énerve. Par contre, le truc c'est compliqué pour les restaurateurs. Il y a beaucoup de restaurants qui ferment. C'est des boulots qui sont fatigants physiquement. Bah oui, ça c'est vrai, mais pas plus qu'un ouvrier en bâtiment. Et pourtant, il n'y a pas d'émission sur les ouvriers en bâtiment, tu vois. Donc, Pas encore. ou alors peut-être, je sais pas, mais j'ai pas de télé. Mais moi, je trouve que ces émissions, elles ne rendent pas du tout service à la profession et elles glamourisent des trucs que j'aimerais que les gens comprennent qu'ils ont le choix là-dessus. On a le choix sur le fait de gérer un restaurant d'une façon qui est douloureuse ou pas. On a le choix sur le fait de se blesser en cuisine. Enfin, tu vois, tout ça, c'est quand tu regardes par exemple, Top Chef, bah, les mecs, ils passent leur temps à tomber, à se couper des doigts et tout. Et c'est plus important d'aller plus vite et de faire l'assiette. Moi, je trouve ça mauvais, tu vois. Je trouve que ça envoie pas une image intelligente de notre métier. Ça glamorise la difficulté, la souffrance, alors que justement, un restaurant, demain, c'est possible d'en développer un sans faire des nuits blanches pendant 3 ans, sans finir en burn-out tous les 3 mois. C'est possible. Et je pense que quand on arrêtera les émissions qui ne montrent que la difficulté et qui en plus la valorisent, voilà, peut-être qu'on aura une chance de travailler différemment et d'attirer des nouvelles personnes dans l'industrie et de faire un truc un peu plus cool. Mais du coup, ouais, je déteste ces émissions. J'adore faire des blagues dessus, mais je les déteste. Je critique pas du tout la qualité tu vois, les entreprises qui sont créées derrière, la qualité des recettes et tout. Je reste hyper impressionnée de tout ce qui se fait et tout. C'est juste le principe de l'émission qui me saoule. Mm. Ouais. Et le poids que ça a sur l'inconscient collectif, au final, sur quand on pense à un restaurateur ou l'image que ça peut véhiculer sur le métier. En fait, il nous manque l'autre revers de la C'est médaille. trop saoulant. Il nous manque le Jean-Pierre Pernaut de la restauration, quoi, qui nous dit, tiens, aujourd'hui, il s'est rien passé, tout va bien. On Ouais. va aller dans ce C'est à- restaurant où on a passé un bon ouais. moment. Ouais, et puis tu sais, rien que le fait qu'on parle beaucoup des chefs et de la cuisine, ça invisibilise le reste. Et en fait, c'est de l'inconscient collectif. C'est difficile d'être bon restaurateur, bon manager, bon entrepreneur, machin. C'est difficile de trouver des personnes à qui ça a bien matché pour bosser dans ton restaurant. Mais je pense que c'est aussi difficile parce que tous les rôles qui ne sont pas chef de cuisine ou entrepreneur, ou à la limite sommelier, mais il faut vraiment que tu aies une récompense pour être reconnu. Tous les autres rôles, qui sont donc 95% des rôles dans un restaurant, bah, personne n'en parle alors que c'est eux qui sont la force d'exécution de l'entreprise. Et du coup, dans l'inconscient collectif, en fait, on les ignore, on peut les consommer comme une ressource. On n'est pas obligé d'autant s'en occuper ou leur travail est moins valorisé. Donc ça a plein d'impacts. Ça nourrit l'idée du job alimentaire en restauration aussi. Tu vois, c'est que des trucs inconscients, mais tant qu'on changera pas ça et qu'on arrêtera de juste parler des chefs et à quel point il faut être fort et il faut pouvoir travailler avec 3 doigts en moins, même si tu te les as coupés il y a 1 heure, bah, peut-être que les choses changeront, quoi. Moi, c'est mon rêve. Je le mets là. Trop. Et justement, ça fait transition. Le rêve, c'est quoi ton but, ta définition de la réussite aujourd'hui? Moi, c'est vraiment pouvoir continuer de créer des projets. J'adore créer des projets, j'adore lancer des nouveaux trucs. Ça m'intéresse, mais je suis pas obligée de le faire en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié. Salarié, j'arrivais déjà à le faire, donc j'ai besoin de continuer à faire ça. Et j'ai envie enfin, j'aspire à une vie qui est calme. Donc ça veut dire avec des personnes avec qui il y a pas de il y a pas d'accro, il y a pas de
Tu as des personnes avec qui on peut parler la même langue, que ce soit au niveau de mes partenaires ou au niveau de partenaires professionnels, au niveau de mes clients ou des choses comme ça. Et j'ai envie d'être contente de parler à tous les gens à qui je parle dans la journée. Tu vois, ça c'est important pour moi. Et j'ai envie de gagner suffisamment ma vie pour pouvoir faire ce dont j'ai envie, qui est pas du tout. J'ai pas des aspirations de luxe. C'est important pour moi de me dire que mes idées peuvent générer un revenu qui me permet d'avoir la vie calme à laquelle j'aspire et qui me permet de pouvoir bosser qu'avec des gens avec qui j'ai envie de bosser, des choses comme ça. Ça, c'est hyper important. C'est un peu simple, mais c'est mon truc. Et entre aujourd'hui et ta vision de la réussite, la vie calme, bosser avec des gens avec qui tu as envie de bosser, t'identifies quels écarts déjà? Au niveau du calme, je pense, je suis pas encore au maximum de ce dont j'ai besoin. Surtout côté rythme de travail où du coup j'ai une grande capacité de une grande capacité de travail, mais ça veut pas dire qu'il faut toujours l'exploiter. Hein, les gens qui nous écoutent et qui sont fiers de pouvoir bosser 60 heures par jour, aussi pas parce que vous pouvez le faire que vous êtes obligé de le faire. Donc moi je me considère avoir une très grande capacité de travail, mais j'ai identifié qu'au-delà de 40 heures par semaine de travail, sachant que quand tu es entrepreneur, 40 heures, elles sont bien tassées, bien denses. Bah, à partir de là, je profite plus de mes dîners avec mes amis et je suis beaucoup plus fatiguée le week-end et j'ai beaucoup plus de tri à faire dans ma tête à ce moment-là. Donc pour le moment, j'y suis, mais j'ai envie de diminuer ça. Et par contre, ce dont je suis vraiment très contente, c'est les clients avec qui je travaille où j'ai plus du tout de personnes avec qui je peux avoir des conflits de valeurs. Ou alors si j'en ai, je pense que je les gère mieux aussi, mais j'ai plus trop de sujets à ce niveau-là. Donc là, ce serait vraiment le rythme de travail. Et aussi, là, je suis sur une année de gestion budgétaire qui est un peu stratégique parce que du coup, j'ai pas encore réussi en tant qu'entrepreneur à créer un peu un matelas financier de protection pour les rebondissements. Donc là, si j'ai un souci ou un truc où tu vois, je dois sortir de la trésor et tout, bah c'est de la trésor, c'est pas du matelas financier et du coup cette année, je suis en train de faire ça pour qu'à partir de l'année prochaine, je puisse me sentir plus en sécurité financièrement. Donc c'est mon challenge de l'année là. Mais ce sont les deux écarts qui me restent. Bosser un petit peu moins et me faire un budget pour souffler un peu. Si ta réussite, c'était un plat, ça serait quoi? Franchement, ce serait une tarte aux pommes ou un crumble aux pommes ou un truc comme ça. Ce serait un plat hyper réconfortant que tu vois tous les jours, mais qui est juste parfaitement cuit avec la bonne dose de tout et c'est pas un plat qui se la pète, mais par contre, quand tu le manges, tu sais qu'il a été fait vraiment avec amour et avec attention. Donc, je ferais un truc comme ça, ouais. Peut-être plus une tarte aux pommes. Une tarte aux pommes, parfait. On arrive sur la fin de l'épisode. Quelle question j'ai oublié de te poser? Et tu sais que ça aurait pu aider un max de gens. Je sais pas, mais je sais pas quelle question tu aurais pu oublier de me poser, mais je viens réappuyer sur un point, sur le fait de s'entourer et d'avoir des gens à qui on peut poser des questions et qui vont nous apporter des autres questions en retour et pas seulement des réponses et des conseils. C'est ce qui m'a le plus. C'est là où j'ai fait les plus grosses accélérations, pas dans le sens rythme, mais où j'ai fait les 12 pas en avant que j'avais besoin de faire pendant l'année. C'est quand je suis allée prendre le temps de parler avec des bonnes personnes. Parfois, c'était des prestataires, des coachs, des choses comme ça, mais d'aller prendre le temps de parler avec eux et de me rendre compte à quel point tu vois, tu pouvais, on trimballait des trucs sans s'en rendre compte, et puis tu avais des gens qui pouvaient juste venir t'appuyer sur le bouton, et tu te dis, ah oui, c'est bon, ça c'est bon, je peux comme une montgolfière, tu sais, où tu te délaisses de trucs, et là, d'un seul coup, tu montes d'un coup. Et du coup, je réinsiste là-dessus s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui savent pas, qui ont une vision de l'accompagnement du fait d'intégrer des réseaux ou des groupes d'entrepreneurs et qui n'osent pas parce que ça prend du temps, ou alors je sais pas, ça coûte cher, ou peut-être que je suis ridicule, ou tu vois, je sais pas trop ce qu'on a tous dans la tête, mais ça ne coûte rien de faire un appel avec quelqu'un. Tout le monde a un petit calendrier, un petit rendez-vous, un petit appel gratuit, ou un site où tu peux faire un questionnaire et tout. Ça ne coûte rien de le faire. Par contre, ça rapporte énormément, et rien que le fait d'être dans une démarche de s'ouvrir à être aidé, je pense que ça fait beaucoup. Et quand on est tout seul, quand on développe un business tout seul, on a parfois l'impression, enfin,
On a parfois l'impression justement qu'on est tout seul, que personne ne sait ce qu'on fait de nos journées, que personne peut partager nos galères, personne peut partager nos succès, à moins qu'on parle vraiment beaucoup de ça. Et en fait, il y a des personnes dont c'est le métier de venir écouter et de venir nous aider. Donc, n'ayez pas peur que ça prenne du temps, de l'argent, des trucs. Juste faites les appels gratuits et voyez ce que ça vous apporte. Et après, allez-y parce qu'on n'est pas censé avancer tout seul dans la vie, je crois pas. En business ou en perso. Hein. Ouais. Clairement. C'est un vrai sujet, la solitude de l'entrepreneur. Et du coup, le fait d'aller se faire aider, mais aussi de commencer à se dire, tiens, si je suis tout seul, c'est peut-être pas une fatalité. Je vais aller créer du lien, je vais aller créer des liens avec les personnes qui m'inspirent. D'ailleurs, c'est un petit peu comme ça qu'on s'est rencontrés au départ chez Solo Media, quand on est resté en contact tout du long. C'est comment tu choisis tes collègues, en fait. Parce que c'est pas parce que tu es solopreneur que tu n'as pas des personnes régulières avec qui tu vas pouvoir échanger, même si on fait pas complètement la même chose. Mais se suivre aussi, avoir un parcours qui évolue en même temps, rester inspiré, profiter de l'aspiration, du succès des uns, pouvoir faire bénéficier aussi de ces zones d'expertise. Je trouve que c'est hyper riche de se dire, en fait, je peux choisir mes propres collègues aussi, mes partenaires réguliers, les personnes avec qui je prends plaisir à échanger parce que ils ont d'autres visions, ils se nourrissent d'autres comptes, d'autres créateurs, d'autres expériences. Et je trouve que c'est hyper riche d'avoir cette capacité à recréer un écosystème beaucoup plus modulaire en tant qu'entrepreneur. Ouais. C'est vraiment ça. Et pour la mini anecdote, moi j'ai l'impression que le fait de me mettre à mon compte et du coup de me retrouver un peu seule en mode si je dis rien, personne ne sait ce que je fais. Donc tu vois, d'avoir quand même ce besoin d'aller proactivement nourrir mon besoin de connexion. Je l'ai fait du coup professionnellement avec des accompagnements comme on l'a fait ensemble où on s'est retrouvés à plusieurs points de notre parcours, toi et moi. Et je pense que ça a aussi influencé dans ma vie personnelle de tous les jours, la façon dont j'aborde les gens. Parce que du coup, maintenant, je m'entends dire parfois à des gens que je viens de rencontrer, toi aussi t'aimes bien courir, tu veux pas m'inviter la prochaine fois? Ta copine aussi, elle aime bien le yoga, bah vas-y, donne-moi son numéro, je vais l'appeler, je vais la rejoindre et tout. Alors qu'avant, j'aurais jamais osé, mais là, je pense que les aimants avec les gens avec qui t'as des connexions, ils sont beaucoup plus forts quand t'es vraiment tout seul et du coup, quand tu trouves un peu un truc de connexion, bah maintenant j'y vais 10 fois plus franco et je pense que parfois ça peut un peu étonner, mais je suis vraiment, je m'invite chez les gens et après ça fait des super amitiés et je pense qu'avant j'aurais pas osé. Tu vois, on est un peu plus dans l'attente que l'autre fasse des choses ou je sais pas, est-ce que tu vas déranger ou en fait depuis que je me suis retrouvée à mon compte solo à bosser dans ma chambre d'amis, maintenant quand je sors vraiment je m'invite chez les gens quoi. C'est un petit peu ça. C'est une histoire de place aussi. Hein. Quand on est solo, de toute façon, il y a plein de place pour créer de nouveaux liens. Là où, justement, quand on est salarié, le fait d'avoir des collègues réguliers, de parler toute la journée avec les mêmes personnes, ça crée peu d'espace, finalement, de disponibilité ou même d'énergie pour aller créer de nouveaux liens, aller à la recherche. Tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment une histoire d'ouverture. Alors, les gens qui veulent te trouver d'abord, qui peut avoir envie de te trouver? Ils te trouvent comment? Sur les réseaux ou sur Internet? Ouais. Alors, les restaurateurs et les restauratrices indépendantes sont invités à me suivre sur différents réseaux sociaux s'ils veulent avoir des petites bonnes idées à appliquer dans leur resto. Réseau à savoir LinkedIn et Instagram désormais. Et en fait, les gens de façon plus générale de l'écosystème restauration français, Europe, mondiale, s'ils veulent qu'on en discute, sachez qu'on parlera la même langue, donc ce sera sympa. Et après, s'il y a des personnes qui veulent aller plus loin sur vraiment les sujets de la restauration, du coup, il y a mon podcast qui s'appelle Passe-moi le sel et ma newsletter qui s'appelle Passe-moi le sel aussi. Et j'ai un site sur lequel il y a des e-books aussi, mais c'est très restauration. Mais voilà, si vous voulez savoir un peu comment ça marche, un business d'accompagnement des restaurateurs, mon site c'est Restaurant Methods. Et voilà, vous pouvez me trouver un peu partout. Trop bien. Je complète par rapport à ça, mais même quand on n'est pas dans la restauration, il y a des conseillers en management qui sont juste précieux pour tous les managers, les RH justement, la dynamique d'équipe, le bon sens, peut-être aussi des liens avec la gestion en termes d'intelligence émotionnelle ou sociale dans les équipes. C'est hyper riche, ça va bien au-delà de la restauration. Et ce que j'adore chez toi, c'est le sens de la formule, qui fait que même si je suis pas restaurateur, tes posts, je les lis parce que je les trouve drôles. Donc abonnez-vous dans tous les cas. C'est vraiment une pépite. Petit instant fan club. Trop sympa. Laurine, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les semaines, les mois, les années à venir? Beaucoup de bonheur. Vraiment, je prends tout le bonheur que vous pouvez me souhaiter et beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir et beaucoup de belles rencontres
Je me le souhaite à moi-même et je le souhaite à toutes les personnes qui nous auront écoutés aujourd'hui. Je vous souhaite aussi d'être vraiment heureux dans ce que vous faites. Trop bien. Et à Bah, toi écoute, aussi, Loïc. merci. Bon, on va te souhaiter beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir, beaucoup de belles rencontres et tout le meilleur. Je te remercie d'avoir été présente, d'avoir été mon invité aujourd'hui. Merci à toi, merci d'avoir créé ce podcast et merci de faire le métier que tu fais et merci de m'accueillir dans ton nouvel accompagnement. Et merci aux gens qui ont l'intelligence de suivre tes ressources. Alors ça fait un peu fan club, minute fan club de fin d'épisode, mais je pense que s'il y a des personnes qui ont aimé ce qu'on s'est dit aujourd'hui, bah, je pense que vous êtes au bon endroit si vous avez envie de faire les choses intelligemment pour vous et pour les autres dans la vie. Et du coup, c'est chouette de se dire qu'on est tous là comme ça à parler de ça. Donc merci pour tout ce que tu fais, Loïc. Tu viens d'écouter l'épisode numéro 2 de Mindsets, c'était Laurine Blandin de Restaurant Methods. Je mettrai toutes ses coordonnées en description de l'épisode et je te remercie d'avoir écouté jusqu'ici. La semaine prochaine, je recevrai Sarah Saidi sur la respiration rythmique et sur la manière dont elle a réussi à créer sa discipline. D'ici là, n'hésite pas à poser toutes les questions que tu pourrais avoir par rapport à l'épisode, que ce soit à destination de Laurine ou de moi-même. Merci à toi d'avoir écouté, n'hésite pas à mettre un avis sur ta plateforme d'écoute préférée, et à la semaine prochaine.